Bonjour, donc, je suis Morgane Péton, je suis cadre de santé à l'origine et je suis la coordinatrice du CRE du centre hospitalier. Quand il y a eu l'appel à contribution, on s'est dit, allez, c'est tradition, tous les ans je ne fais pas et tous les ans je fais. Et là, du coup, j'ai entre guillemets embarqué 2 aides-soignants du comité de réflexion éthique avec moi, qui sont actuellement en train de passer un début de soins PAL. Voilà, elles sortent un peu de leur zone de confort, il y a 3 on va y arriver. Bonjour, je m'appelle Graziana Dupont, ça fait 20 ans que je travaille pour le CHCF et je suis aide-soignante en EHPAD. Et donc moi c'est Daisy Boré, je me suis greffée au petit groupe, je suis également aide-soignante en USLD et je passe la parole à Graziana pour vous exposer. Alors, je vais vous présenter un cas qu'on a eu sur l'EHPAD où je travaille. Donc, c'est la présentation de Madame L, 74 ans. Donc, elle a été admise à l'EHPAD en 2021 pour aggravation des symptômes d'une maladie de Parkinson. Son maintien à domicile était impossible. Antécédent, elle est en état dépressif chronique et elle a la maladie de Parkinson depuis ses 50 ans. Elle a bénéficié de la pose d'un neurostimulateur. Et elle a 2 filles très présentes. Excusez-moi. Attends, je suis partie. Non, tu es partie trop loin. Je suis désolée. Donc en décembre 2022, elle est hospitalisée pour hyperthermie avec tremblement important. Durant celle-ci, l'infection du neurostimulateur est écartée. Elle revient à l'EHPAD. Nouvelle hospitalisation en janvier 2022 pour un épisode convulsif important. Elle revient à l'EHPAD. Lors du retour, l'équipe remarque une asthénie importante. La patiente ne s'alimente pratiquement plus. L'équipe IDEAS s'interroge sur le devenir et l'état médical de madame. Elle devient opposante aux soins et violente. On a appelé son médecin traitant et qui l'a étiquetée en soins palliatifs. Donc prise en charge d'une ergothérapeute, mise en place d'un moulage au fauteuil car madame présente une position fétale depuis plusieurs mois. Nous, on a reçu ça comme une information qu'il fallait la positionner le plus souvent en fauteuil avec le moulage. Pour notre part, c'était une incompréhension. On ne voyait pas la nécessité et pourquoi on ne nous en a pas parlé en équipe. Donc son état général se dégrade, la déglutition est très difficile et elle est toujours dans le refus de soins. L'altération de l'état cutané également. Son médecin est contacté. On met en place un matelas à air. Elle est mise sous actisténant depuis plusieurs jours mais reste douloureuse. Elle ne prend pas ses traitements tous les jours. Une échelle de douleur est régulièrement faite. Le 12 février, nouvelle crise convulsive, asthénie majorée, donc refus total de s'alimenter et de s'hydrater. Donc mise en place de soins de bouche par l'équipe. Le 14 février, son médecin traitant prescrit du durogésique. Elle souhaite que madame soit confortable quand sa famille vient la voir. 7 jours plus tard, encombrement bronchique avec difficulté respiratoire. Elle était fébrile la veille. Son médecin traitant est prévenu, mais il est absent pour la semaine. 2 jours plus tard, l'altération de l'état général est très importante. Multiples nécroses au niveau des points d'appui, tremblement important. Elle semble très inconfortable. Elle gémit, elle grimace. En l'absence de médecin traitant, le médecin coordinateur de l'EHPAD décide de mettre en place des bolus morphine hypnobel. Apaisement fin de journée. Le 27 février, plus aucune alimentation ni hydratation. L'altération de l'état cutané est majorée, douleur importante lors des soins de pansement. On pratiquait juste des pansements de confort. Le médecin traitant est toujours absent, donc demande d'une seringue électrique par 2 médecins coordinateurs du site. L'accord est donné par le médecin traitant le lendemain pour une prise en charge HAD. Une SAP est posée, plus des bolus de morphine toutes les 4 heures. Le 3 mars, madame reste consciente, mais moins douloureuse. Elle présente des pauses respiratoires. Le 6 mars, de plus en plus de pauses respiratoires, mais elle semble confortable, visage apaisé. Le 9 mars, l'IDE de notre service interpelle l'IDE de l'HAD afin de lui faire part de l'altération importante de l'état cutané.
le 10 mars, désaccord entre le médecin coordinateur et celui de l'HAD sur une éventuelle augmentation des doses morphine et chlorelle de la SAP. Un accord est enfin trouvé sur l'augmentation de la fréquence des bolus toutes les 3 heures au lieu de 4 heures. Le 11 mars, décès de la patiente. Donc du coup, suite à l'exposition du cas clinique, on peut se demander si durant cet accompagnement de fin de vie, l'équipe n'a pas ressenti un problème avec la temporalité, puisque l'accompagnement a été assez long de la phase agonique. Et un retour d'expérience, l'équipe s'est sentie en souffrance et non impliquée dans les décisions qui ont été prises. En plus de la temporalité, on peut se demander est-ce que l'application de procédures collégiales pluridisciplinaires, le passage en soins palliatifs, aurait modifié le ressenti de l'équipe. Qu'est-ce que la collégialité, du coup ? La collégialité, donc, c'est un principe qui lie les actions d'un groupe de personnes, le collège ou une autorité, ayant le même statut, et par laquelle ils assument collectivement les décisions prises par la majorité de ses membres. Effectivement, dans la littérature, on peut retrouver le collège des enseignants, le collège juridique, au niveau religieux également. Mais est-ce que la définition n'est pas plutôt la collégialité d'une confrérie de personnes qui sont des collègues réunis en équipe, revêtus d'une dignité, se conférant des responsabilités et des fonctions, et en s'élégant le pouvoir et l'autorité d'exercer ces fonctions. On peut la répartir en 3 phases: la phase de discussion, la phase de prise de décision, l'application et pour finir le suivi de la décision. Du coup, on en vient à la procédure collégiale. Donc, la procédure collégiale, elle consiste en une concertation entre des membres de l'équipe soignante en charge du patient, donc que ce soit les IDE, les médecins, les kinés, les ergos, les ASH, les infirmières, enfin toute l'équipe qui accompagne le patient. Elle nécessite d'interroger au préalable les volontés du patient par ses directives anticipées, si elles existent, ou à défaut la personne de confiance, ou à défaut encore les proches. Au terme de cette délibération collégiale, la décision finale revient à la seule responsabilité du médecin en charge du patient. Et donc du coup, lors de la procédure collégiale, il y a un consensus du coup qui est trouvé. Mais qu'est-ce qu'un consensus ? C'est sûrement l'acceptation par les différents participants d'une proposition fondée sur la force du meilleur argument au bénéfice du patient. La discussion est commune et doit rechercher une solution consensuelle qui doit être considérée comme la solution entre guillemets, par tous les acteurs. Mais la responsabilité au regard de la loi, de la déontologie et du domaine médical. En l'état actuel, c'est la mission institutionnelle et non le contrat médecin-patient ou le consentement aux soins qui confère au médecin la responsabilité des conduites à tenir. La procédure collégiale, elle est définie par le Code déontologie médicale. La loi élargit le recours obligatoire à une procédure collégiale préalable à la décision de fin de vie. Le médecin doit ainsi y recourir dans 3 situations. Lorsque la personne en fin de vie est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il envisage de limiter ou d'arrêter un traitement dans le cadre du refus d'obstination déraisonnable. Lorsqu'il entend refuser d'appliquer les directives anticipées qu'il considère manifestement inappropriées ou non conformes à la situation. Lorsqu'est envisagée une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie, soit à la demande du patient en fin de vie, soit envisagée par le médecin pour une personne hors d'état d'exprimer pour accompagner une limitation ou un arrêt des traitements. En pratique, la procédure collégiale comporte 3 phases. L'examen de la situation au regard des critères médicaux. Il s'agit de vérifier que la mise en œuvre ou la poursuite des traitements constituerait une obstination déraisonnable au vu des critères posés par la loi.
tout acte inutile, le maintien artificiel de la vie. L'établissement de la volonté de la personne. La volonté de la personne peut être établie par l'examen des directives anticipées ou, à défaut, par le témoignage de la personne de confiance ou aussi par la famille. Le cas échéant, le médecin recueille l'avis des titulaires et de l'autorité parentale ou du tuteur. À l'issue de la procédure, le médecin prend sa décision et en informe l'entourage. La décision motivée prise par le médecin, les témoignages et avis recueillis, la nature ou le sens des échanges au sein de l'équipe sont versés au dossier du patient. Dans tous les cas, la personne de confiance, à défaut la famille ou les proches, sont informés de la nature et des motifs de la décision prise avant sa mise en œuvre. On a rajouté un petit truc parce que, en fait, en cherchant, on est tombé que sur une petite information de la Convention citoyenne qui a parlé de la procédure collégiale. Donc, je vous cite, les participants à la Convention se sont entendus sur des modalités de mise en œuvre tout au long du parcours des patients en demande d'aide à mourir. Et cela passe par des validations soumises, donc la procédure collégiale et la pluridisciplinarité. Question, est-ce que la collégialité est un enjeu éthique ? La prise en charge des patients nécessite des compétences de tous les membres de l'équipe qui détiennent la connaissance du patient, et encore plus pour un accompagnement en long cours d'un résident en EHPAD, ce qui permet de recentrer le résident dans la prise en charge et avoir une approche globale. Il est donc intéressant et primordial de ne pas passer à côté de cette discussion. La souffrance des soignants qui a été exprimée dans le cas de Madame L peut être diminuée par ces échanges d'informations, par également l'expression des vécus et au final une meilleure compréhension des décisions prises. Et est-ce que la collégialité n'est pas que un enjeu éthique ? L'éthique ne se résume pas du coup qu'à la collégialité. La mise en œuvre des procédures collégiales ne suffit pas à prétendre avoir une démarche éthique. Donc pour nous, la collégialité doit être envisagée comme une discussion interdisciplinaire, formalisée, visant à définir une conduite à tenir éthique pour un malade donné. Merci. Merci.